Bonsoir à tous. Le Covid-19 a nécessité la prise de décision au sommet de l'État. Parmi ces décisions, nous avons la suspension de l'école en vue de protéger nos enfants qui devront rester à la maison jusqu'à nouvel ordre. En quoi consiste cette retenue à la maison? Que prévoit-on pour meubler les journées de nos enfants? Ou encore, quelle organisation de protection de la part des parents? Autant de questions consacrées au suivi des enfants en cette période de crise sanitaire. Ça fait l'actualité vous invite à décrypter le sujet. Je vous propose pour commencer un extrait de la déclaration du secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi. C'était le 16 mars dernier. Après analyse de la situation, le Conseil national de sécurité a été informé des dispositions prises à ce jour par le gouvernement pour faire face à cette pandémie et a décidé des mesures complémentaires suivantes. Fermeture de tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une période de 30 jours à compter du 16 mars 2020 à minuit. Patrick Hachi, le secrétaire général de la présidence de la République ivoirienne. Pour échanger sur la question, nous recevons le docteur Michel Laura. Elle est enseignante-chercheur, psychologue, comportementaliste. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Docteur, la mesure s'imposait-elle? Bien sûr, vu le mode de propagation de ce virus qui est très virulent, je pense que c'est la meilleure des choses à faire que d'avoir fermé les écoles. Parce que, comme on le sait, ce virus se transmet très rapidement et de façon insidieuse au simple contact des mains avec une surface infectée ou avec des sécrétions d'une personne infectée. Donc, vu comme nous vivons en collectivité, c'était la moindre des choses à faire. Vous savez comme moi que tout le monde ne respecte pas à la lettre ces mesures restrictives, même d'autoprotection. Comment est-ce qu'on peut expliquer sinon motiver ces comportements suicidaires? Vous l'avez dit, ce sont des comportements suicidaires qui sont tout simplement dus à l'ignorance de la gravité de la maladie et aussi à l'affluence de mauvaises informations, de fausses informations sur les réseaux sociaux. Il y a une surinformation qui fait que sur les réseaux sociaux, on trouve du vrai et surtout malheureusement en grande majorité des informations erronées. Et ces personnes qui ne prennent pas leurs précautions ou qui plaisantent sur des sujets très graves pensent être à l'abri de la maladie. Or, il n'en est rien du tout. Cette décision taillée pour la situation d'urgence déstabilise plus d'une personne, notamment les familles. Oui. Sephora Zegui s'est rendue dans quelques familles. Son constat que je vous invite à suivre. Vous faites pas comme ça. Descendez. Descendez. C'est quelle histoire ça? Martine, cette maman de 4 enfants, est visiblement au bout du rouleau. Depuis la fermeture de l'école le 16 mars dernier par le gouvernement pour limiter les risques de contamination au Covid-19, plus de répit pour elle. Sage-femme en fonction et domiciliée à Yopougon, elle a dû anticiper son congé annuel pour garder ses enfants pendant cette période. C'est même pas facile. Matin, ils vont se réveiller. Après le petit déjeuner, ils commencent à faire du bruit. Je crie toute la journée. En moins qu'ils vont dormir, là je me repose. S'ils ne dorment pas, je suis sur pied. Malgré les mesures de prévention prises par les autorités sanitaires, cette maman autorise le répétiteur à accéder à son domicile à condition qu'il respecte les règles d'hygiène établies par les autorités. Si la fermeture des écoles devait se prolonger au-delà des 30 jours décidés par le gouvernement, cette maman dit être angoissée. Je craque déjà. Si la fermeture de l'école continue jusqu'au-delà d'un mois, ça sera très difficile pour nous les parents qui soutenons les enfants. Nous laissons Martine à Yopougon, direction Cocody Angré. Ici, Paul Vézia, chef d'entreprise, a dû fermer pour se transformer en babysitter. Aaron, son fils à 12 ans, est en classe de 3e. Ce matin, le ménage, la corvée du jour. Tu dois essuyer ici. Regarde. Il faut essuyer la Bible. Une fois la tâche terminée, Aaron peut faire ses devoirs de maison. Pour l'instant, ça va. Puisque j'ai stoppé toutes mes activités,
Donc je suis disponible pour lui à la maison. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les jours à venir, mais je ne me vois pas sortir sans lui. Si je dois sortir là maintenant, j'irai avec lui parce que je ne peux pas le laisser seul à la maison. Cette maman dit respecter les mesures de prévention données par les autorités. Pas de contact extérieur, confinement total. On s'est auto-confiné. À cause de la situation, le répétiteur ne peut pas venir, mais régulièrement, il m'envoie des exercices à faire pour l'enfant. Il m'envoie par message que je lui donne pour faire. Et quand il finit, je fais la photo de la page de l'exercice et j'envoie à son répétiteur qui fait la correction là-bas. C'est comme ça qu'on est obligé de faire. Les méthodes pour garder les enfants pendant les 30 jours de fermeture d'école diffèrent d'une maman à une autre. Maïmouna est coiffeuse et elle n'a pas de personnel de maison. Elle est entre la maison et le salon de coiffure. Depuis qu'ils sont à la maison, je suis obligée de me diviser en deux parties. Venir au travail, les surveiller, vraiment, c'est pas facile. Mais on fait avec. Ces 30 jours à la maison ne signifient pas vacances pour Inès, la fille aînée de Maïmouna en classe de terminale. Sa sœur cadette et elle, à leur temps libre, passent au salon de coiffure de leur maman pour apprendre des tresses. Elle souhaite vivement le retour à l'école. Bien que l'école soit fermée, je passe mon temps à réviser mes leçons. Après avoir fini de réviser mes leçons, je passe au salon de ma maman pour voir ce qu'elle fait puisque j'aime les tresses. Toutes les écoles de Côte d'Ivoire ont fermé pour un mois. C'est l'une des stratégies choisies par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Mesure salutaire, mais aussi un casse-tête pour la plupart des parents. Docteur Michel Laura, c'est un véritable bouleversement pour les enfants et leurs parents. Au-delà des tâches ménagères, comment expliquer le fait que la première dame qui a été interrogée dans l'élément filmé soit déjà au bout du rouleau? Eh bien, ce confinement nous met face à nos familles. Nous avons développé des habitudes qui ont fait que, petit à petit, les parents se sont déchargés de leur rôle sur le personnel de maison, sur le personnel enseignant, sur l'État. Et cette mesure qui a été prise remet les parents devant leurs responsabilités. Et malheureusement, nous découvrons chacun chez soi la physionomie que nous avons donnée à nos familles. Et la dame qui a été interviewée, elle travaille, donc ça veut dire qu'elle a les capacités pour s'organiser dans son travail de sage-femme. Alors comment on peut expliquer que cette femme qui peut s'organiser en tant que sage-femme, qui a un métier très délicat, est incapable de s'organiser pour ses enfants? Tout simplement parce qu'elle n'a pas intégré une organisation familiale avec ses enfants dans son mode de fonctionnement. Et c'est la même chose chez presque tous les parents. Pourquoi? Parce qu'on court après quoi? On court après plusieurs choses. Il y a des gens qui courent après le travail, il y a des gens qui courent après le bien-être de leurs enfants. Malheureusement, on gagne de l'argent pour ce bien-être-là, mais si cet argent n'est pas bien utilisé, on a l'effet inverse parce que les enfants ne sont pas encadrés, ils ne sont pas éduqués et ils ne sont pas aimés. On ne peut pas remplacer l'amour d'un parent par tout l'argent du monde. Et il faut du temps pour les enfants. Donc cette dame qu'on a vue, elle était à bout parce qu'elle ne sait pas y faire, elle ne sait pas comment s'y prendre. Pourtant, ses enfants sont tout petits. Et qui dit tout petit dit jeu, amusement. Est-ce que vous pensez qu'en milieu rural, la gestion de la retenue serait différente? Tout à fait. En milieu rural, malheureusement, on a beaucoup moins de moyens qu'en milieu urbain. Vous l'avez vu dans l'élément, il y a la télévision, les jeux vidéo, même les manuels scolaires, des livres. Et en milieu rural, très peu d'enfants ont des manuels scolaires. Et à plus forte raison, très peu d'enfants ont des livres de divertissement ou des jouets. Donc en milieu rural, la physionomie du confinement sera tout autre parce que je pense que l'occupation des enfants sera beaucoup plus axée sur les tâches ménagères et domestiques. Le modèle de vie actuel en ville n'intègre pas, vous l'avez dit à l'instant, le quotidien des parents, les enfants dans le quotidien de leurs parents. Face à cette situation, on a le revers de la médaille. Oui, malheureusement, parce que ici... Le mal-être qui se révèle. Le mal-être qui se révèle et auquel il faut faire face. On n'a pas été préparé à cette mesure de confinement, mais n'empêche que le mal-être est là. Comment faire? Alors, ce qu'on peut voir, c'est peut-être parler des enfants par catégorie de profil. Donc, nous avons des enfants qui sont dans la petite enfance, on va dire à l'école maternelle. Pour cela, on peut tout simplement prioriser le jeu et tout transformer en jeu. Donc, ils ont déjà des jouets. Même s'ils n'ont pas de jouets, c'est facile de trouver une feuille blanche,
faire des pliages, des coloriages. Si on n'a pas de feuilles blanches, on peut imaginer des petites histoires, raconter des histoires de nos enfances à nos enfants. Parce que figurez-vous qu'il y a des enfants que j'ai interrogés qui ne savent rien de l'enfance de leurs parents, parce qu'ils ne communiquent pas, parce qu'ils n'échangent pas là-dessus. Donc pour les enfants en bas âge, il faut privilégier l'amusement, mais un amusement ludopédagogique. Ça veut dire qu'on joue, on apprend en jouant. Pour les enfants du primaire, ce sont les plus chanceux parce que de ma recherche personnelle, j'ai trouvé beaucoup d'exercices, beaucoup de jeux, beaucoup de palliatifs en ligne pour les enfants du CP au CM2. Donc, il y a des exercices à foison, qu'ils soient du système français ou pas. Il y a des exercices qui se présentent sous forme de jeu et qu'on peut faire quel que soit le système scolaire dans lequel l'enfant est inscrit. Pour les élèves du collège, c'est un peu plus compliqué parce que les collégiens ont des matières bien spécifiques. Par exemple, moi, je ne suis pas du tout forte en maths. Alors, quand je crie après mon fils pour faire les maths, il me dit « Toi, tu vas m'expliquer maths ». Je lui dis « Non, mais qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là » On révise les leçons avec l'enfant. On essaie de comprendre. Les leçons sont écrites en français. Nous sommes dans un pays francophone. Donc, essayez, autant que faire se peut, à notre niveau, d'accompagner les enfants dans les révisions, dans les recherches en ligne aussi pour ceux qui ont les capacités de se connecter. Ou pour ceux qui n'ont pas les capacités, responsabiliser les plus âgés vis-à-vis des plus jeunes. Ceux qui sont en lycée peuvent aider ceux qui sont au collège et ceux qui sont au collège peuvent aider ceux qui sont au primaire. Pour les étudiants, pour finir, je pense que normalement, les choses ne devraient pas avoir beaucoup changé puisque les cours présentiels ne sont plus à 100% exécutés dans les universités. Il y a beaucoup de recherches en ligne. Donc, ils devraient mettre à profit ce moment-là pour se connecter et faire beaucoup de recherches et réviser aussi à travers l'éthique. Mais il faut dire, docteur, que le comportement des enfants est fortement influencé par ce confinement qui est même partiel. Bien sûr. Pourquoi et comment se manifeste ce changement de comportement? Le reportage d'Astou Touré et Davis Oyo. Cette journée encore, Malika est à la maison. Son quotidien est meublé de jeux et de dessins animés. Le regard hagard, entouré de ses jouets, l'écolière de 4 ans, en moyenne section, a perdu le sourire depuis la fermeture des écoles du fait de la maladie à coronavirus, Covid-19. Elle joue au salon, elle tourne dans la cuisine, salon, la chambre. Bon, ça fait que même quand tu lui dis un petit truc, elle est énervée, elle pleure. Quand tu lui demandes, elle ne peut même pas t'expliquer. Pour aider sa fille Malika à retrouver le sourire et ses réflexes habituels, Aminata fait appel à sa maîtresse de maison. Depuis que Malika est à la maison, elle s'ennuie. Tellement elle veut travailler, quand elle me voit, elle est contente. Donc quand je commence à travailler avec elle, je sens qu'elle est contente, elle veut travailler. Quand je dois partir, je sens qu'elle est triste parce qu'elle voit que vraiment, je vais me séparer d'elle et elle va se sentir peut-être seule, elle ne va plus travailler. Chez les voisins, l'ambiance est tout autre. Cependant, les problèmes sont presque les mêmes. Les enfants ont envie de reprendre le chemin de l'école. Depuis qu'ils ont fermé l'école, mes amis me manquent, les professeurs, mes études. J'ai envie de faire des sorties familiales au glacier, des sortes commerciaux. Mes parents disent qu'on ne peut pas sortir à cause du coronavirus. Pour les parents, vivement qu'un remède soit trouvé pour mettre fin au Covid-19, de peur que les enfants soient affectés psychologiquement par ce confinement. Mesure essentielle pour protéger les tout-petits. Docteur Michel Laura, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, psychologue, comportementaliste. Là, il y a le papa qui se trouve à la maison, qui veille sur les enfants. Une tâche assez compliquée, il paraît. Les enfants à la maison, certains parents au travail. Quels troubles du comportement peuvent survenir? Les enfants sont stressés et le stress se manifeste en fonction du caractère de l'enfant, en fonction de sa personnalité. Donc il y a des enfants introvertis qui vont rentrer leur stress parce qu'ils seront angoissés, ils auront des questions qu'ils n'oseront pas partager avec leur entourage adulte, surtout si les adultes ne sont pas attentifs ou s'ils ne perçoivent pas les signaux d'alarme. Donc, tout comportement anormal de l'enfant exprime forcément quelque chose. Et l'enfant n'attend qu'une chose, une oreille attentive et de la bienveillance. Donc, quand vous vous tournez vers un enfant que vous trouvez anormal ou anormalement calme, avec une mine de répression,
l'enfant ne va pas s'exprimer. Par contre, si vous vous adressez aux enfants avec une mine bienveillante et une écoute, ils vont plus facilement se confier à vous. Mais les enfants, ils sont stressés parce qu'un enfant, c'est le mouvement, c'est la liberté, c'est courir partout, bouger comme on veut. Et là, ils sont comme attachés à un arbre et ils se sentent mal. Et ce malaise va augmenter dans plusieurs cas. Le premier cas, c'est le cas de la petite Malika qui apparemment est un enfant unique. Donc en cas d'enfant unique, l'enfant n'a pas de compagnon de son âge à la maison. Elle va très vite s'ennuyer. Il y a des familles où il y a des fratries, mais malgré le fait qu'il y a des frères et sœurs ensemble, non seulement ils vont se disputer, mais ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt en fonction des tranches d'âge qu'ils ont. Donc, vous avez entendu un petit garçon dire « mes amis me manquent » alors qu'il était entouré, contrairement à Malika. Donc, les centres d'intérêt varient. Donc, on cherche des amis de notre catégorie et c'est ce qui manque aux enfants. Et pour ceux qui ont des téléphones, on voit que la consommation en data a augmenté parce qu'ils sont connectés, ils sont en permanence en train d'échanger plus avec leurs camarades dehors qu'avec les personnes qui sont dans leur environnement familial physique. Une autre conséquence, l'addiction au téléphone. Oui, l'addiction au téléphone. J'étais en train d'énumérer les causes de stress des enfants. La dernière cause qu'on banalise souvent, c'est la qualité relationnelle entre le couple parental. Parce qu'il y a des parents qui sont en crise ou qui sont en situation d'évitement habituellement. Maintenant, avec le confinement, ils sont obligés de cohabiter dans cette maison et le plus souvent, c'est des éclats de voix et cela perturbe les enfants. Donc, il faudrait veiller à créer une atmosphère paisible et une atmosphère de détente, une atmosphère joviale dans la maison pour minimiser le stress aussi bien des enfants que celui des parents. En cette période de coronavirus, le cas extrême serait le confinement qui ne dit pas son nom pour une période prolongée. Quel doit être le comportement ou l'attitude du parent? Déjà, le parent doit se montrer rassurant. Le parent doit se montrer rassurant, ne pas commenter les informations non vérifiées, limiter le nombre d'informations qu'il donne et surtout privilégier la prévention. Plutôt que de parler de la maladie de la mort, privilégier la prévention parce que autant cette maladie se transmet facilement, autant il est facile de la prévenir. Donc, sensibiliser beaucoup les enfants et les jeunes, tout le monde, à la prévention qui est plus simple et plus bénéfique pour tout le monde que de traiter la maladie elle-même. On parlait plutôt du télétravail, du travail à distance qui pourrait être fait pour combler ce vide par le biais des technologies de l'information et de la communication. Ces méthodes sont cotées. Qu'en est-il pour les populations des zones rurales qui, on le sait, n'ont pas très souvent le choix? Ben, pour les populations des zones rurales, ce sont là encore les parents pauvres de cette situation parce que si on n'a pas accès aux TIC, on ne peut même pas communiquer avec des personnes d'autres zones ni des personnes qui sont dans une autre ville. Donc ils sont confinés et ils sont isolés. Donc cet isolement doit donner lieu à de l'ingéniosité pour combler cette défaillance-là. L'ingéniosité, par exemple, faire des passages de maître s'ils sont disponibles, où les enfants seraient pris vraiment de façon, en respectant les règles de sécurité, en respectant les distances sociales et pour des petits bouts de temps, les sensibiliser déjà et puis faire un suivi pour qu'il y ait une espèce de veille scolaire, pour ne pas qu'ils oublient tout ce qu'ils ont appris. Maintenant, si le confinement est total, là on n'y peut rien, ces enfants-là seront livrés à eux-mêmes parce que qui dit confinement total dit règle stricte, on ne peut pas violer cette règle-là. D'accord. Quelle sera la continuité pédagogique? Vous êtes enseignante, chercheur. Comment est-ce que vous voyez cette continuité-là? Ben déjà, ce qui se fait en Côte d'Ivoire, c'est que les enfants du lycée et collège, ils sont très TIC. Et j'entends autour de moi, je vois avec mes enfants, je vois avec les enfants de personnes avec qui je suis en contact téléphonique, qu'ils s'organisent. Ils ont des rendez-vous téléphoniques pour travailler ensemble, pour échanger sur des exercices, sur des devoirs. Et il y a même quelques professeurs d'écoles qui envoient les exercices par WhatsApp à leurs élèves. Donc ce serait une méthode à copier par le plus grand nombre parce que ça aide les enfants à être en contact avec les enseignants et avec des personnes de leur niveau scolaire, de leur cursus scolaire, de leur spécialité. Et ça leur donne aussi l'impression qu'ils sont en train de réviser dans le bon sens. Parce que quand l'enfant révise tout seul, qu'il a des doutes,
il se décourage parce qu'il se dit peut-être que ce que je suis en train de faire n'est pas correct, alors il se démotive vite. Donc il y a cet effet de motivation mutuelle que l'on retrouve dans le travail en ligne des enfants et cela est à encourager. Comment est-ce que vous voyez l'après-coronavirus en termes d'heures de cours à rattraper, les enfants qui seront peut-être surbookés? En termes d'heures de cours à rattraper, je pense qu'on va appliquer des méthodes ad hoc, on va dire. Déjà, le programme ne pourra pas être déployé intégralement et si même on essaie de le déployer intégralement, en tant qu'enseignant, on n'aura qu'à concentrer les cours et à dispenser les grandes lignes des différentes thématiques mises au programme. On ne peut pas développer le cours comme si on avait eu une année normale. Là, il s'agira de compenser tout et de contracter pour pouvoir rattraper le temps perdu. En termes de relations psychologiques et relations sociales, l'après-coronavirus? En ce moment, ce qui se dénonce sur les réseaux sociaux, c'est la répression, mais il y a aussi derrière la répression, la défiance. Donc, il y a la sensibilisation à faire sur ces questions-là, parce que je pense que le tissu familial devrait être restauré. Par ce confinement-là, on devrait mettre le confinement à profit pour restaurer le tissu familial, l'évaluer et l'améliorer. Il faut non seulement revoir l'organisation domestique où on va impliquer tous les acteurs de la maison, mais aussi reconstruire le tissu familial sur le plan affectif, parce qu'on a du temps pour le passer avec nos enfants, mais on ne sait pas comment le meubler parce qu'on n'est pas habitué. Donc, il faut se réapproprier nos vies familiales sur le plan affectif et sur le plan civique aussi. Il y a du travail à faire parce que le civisme, ça part dans tous les sens, l'incivisme part dans tous les sens. Donc, on devrait aussi colmater cette fracture-là et profiter du confinement pour sensibiliser sur tous les points que je viens d'énumérer. Docteur, certaines personnes n'ont pas l'occasion ou du moins ne pensent même pas aller voir un psychologue. Qu'est-ce que vous pouvez nous confier comme solution par rapport à cette prise en charge morale, mentale et psychologique? En ce moment, la demande est forte. La demande est forte, le malaise aussi existe. Et ce que je peux conseiller aux gens déjà, c'est de relativiser. Il ne faut pas être trop alarmiste parce que nous sommes confinés, on est enfermés. Donc, c'est une situation qui est déjà assez stressante. Donc, dans ce confinement-là, essayez de mettre de la gaieté, de la joie, amusez-vous, faites des projets, ayez des pensées, nourrissez des pensées positives. Pour ceux que ça apaise, priez, et pour ceux que ça apaise aussi, faites du bricolage, occupez-vous sainement, plutôt que de ruminer, plutôt que de rechercher l'information la plus alarmante possible. Ayez des réflexes de construire ou d'alimenter ce qui est positif et qui vous apporte du mieux-être. Les jeunes, ils sont... par ce confinement, les jeunes sont peut-être plus exposés, les étudiants notamment, parce qu'on a l'impression qu'ils doivent toujours être sur les tablettes. Quelles solutions vous pouvez leur proposer pour relâcher prise? Déjà, une rééducation, parce qu'il faut le dire, il n'y a pas que les jeunes qui ont développé une addiction au téléphone portable. Les adultes aussi sont addicts. Donc nous devrions profiter de cette période pour nous rééduquer et procéder à des sevrages. Par exemple, s'imposer des tranches horaires où nous allons utiliser le téléphone et le reste du temps, profiter les uns des autres. On n'aura pas toujours l'occasion d'être confinés, on n'aura pas toujours l'occasion d'être ensemble avec nos proches, avec ceux qu'on aime. Donc, profitons les uns des autres. Profitez. Qu'est-ce que vous entendez? Moi, je profite. Et comment vous faites la recette, c'est quoi? La recette, je prends mon temps. J'apprécie les moments passés chez moi déjà. J'apprécie les moments passés chez moi avec mes enfants, avec mes proches. On danse, on joue, on discute, on traîne au lit, on traîne dans la maison, on range. Et on est heureux à ne rien glander. On prend du bon temps, tout simplement. Mesdames et messieurs, chers enfants, ce numéro de Ça fait l'actualité tire à sa fin. Avant, il importe de rappeler qu'il ne s'agit pas de congé, mais pour la retenue à la maison, il s'agit de mesures restrictives de prévention pour briser la chaîne de propagation du coronavirus et permettre au système hospitalier d'absorber progressivement le flux des nombreux malades à prendre en charge. Pour parler de la saine gestion et du suivi des enfants à la maison pendant cette période de Covid-19, nous recevions le docteur Michel Laura, enseignant
enseignante-chercheur, psychologue, comportementaliste. Merci, docteur. C'est moi. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur RTI1.